Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller un film passionnant et fascinant, qui surfe sur des thématiques comme le voyage dans le temps, l'abandon, l'adoption, la résilience et l'amour, les choix de vie. Prédestination, réalisé par Michael et Peter Spirig, sorti en 2014. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma, un épisode en série, puisque je suis une nouvelle fois accompagné, pour mon plus grand plaisir, par Link King Tao. Comment vas-tu Link King Tao? Eh bien, ça va bien. J'espère que les Illustros, les Quintaos vont bien aussi. Donc, pour ce premier en fait, enregistrement, on revient sur un film, parce que en janvier, c'était les mentions, honorables. Donc, voilà, toujours partant pour, faire des projets, comme ça me fait toujours plaisir. Eh bien écoute, ça me fait également très, très plaisir et effectivement, là où dans le dernier épisode en série, on revenait sur beaucoup de films, à savoir nos mentions honorables filmiques de l'année 2025. D'ailleurs, je tiens à dire que le top film 2025 que je gérerai tout seul arrive bientôt sur la chaîne. Ne vous en faites pas, je veux juste bien le faire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode centré sur un seul film. Ça va nous changer, mais ça va être agréable puisque nous allons parler de pas n'importe quel film, nous allons parler de Prédestination, qui est un film qui a été choisi par Linking Tao. La prochaine fois, c'est moi qui choisirai le film dont on parlera. Prédestination, pour la petite histoire, c'est sorti le 12 novembre 2014 directement en VOD, du moins par chez nous. Ça dure 1h38 minutes, c'est de la science-fiction, du thriller, et c'est réalisé ainsi que écrit par Michael Spirig et Peter Spirig. Ce sont des frères. Peu de temps après, ils ont bossé sur ce qui est l'un des moins bons opus d'une franchise horrifique très connue, à savoir la franchise Saw, commencée par James Wan et Lee Whannell. Ils ont réalisé Jigsaw, qui était le 8e Saw et qui n'était pas terrible. D'ailleurs, j'en ai parlé sur la chaîne il y a peu de temps, puisque j'ai reposté un short contenant un extrait d'une vidéo où j'étais revenu sur l'ensemble de la saga Saw avant de donner mes attentes pour le 10e. Au casting de Prédestination, nous retrouvons pas n'importe quelle personne, puisque nous retrouvons Ethan Hawke, que j'aime beaucoup. Personnellement, est-ce que toi, c'est un acteur qui te parle dans son jeu ou c'est un acteur, tu es content quand il Ah est là, mais pas bah, plus? non, c'est un acteur que j'aime énormément sincèrement parce que j'ai eu un moment où je cherchais des films qu'avec, Ethan Hawke et Jude Law et c'est là qu'est apparu, Bienvenue à Gattaca. Donc oui, bien sûr, Ethan Hawke. Après j'ai pas tout suivi après ce qu'il a fait, mais ouais, j'ai jamais été, déçu par, ses prestations, dans les films que j'ai pu voir auparavant et je voulais juste rajouter un petit truc par rapport aux frères, Spirig. Juste avant Prédestination, ils ont fait un film qui s'appelle Daybreakers, que je n'ai pas vu, mais que j'ai en DVD et Prédestination que j'ai revu aussi, mais en DVD aussi. Voilà, pour la petite info. Okidoki. Ethan Hawke, donc c'est un acteur que j'aime vraiment bien. Je l'aime beaucoup dans Bienvenue à Gattaca, où il forme un formidable duo avec Jude Law, mais également Uma Thurman, qui est devenue sa femme. Ensemble, ils ont eu une fille, Maya Hawke, et Ethan Hawke a marié sa fille il y a très peu de temps. Voilà pour la petite anecdote. On retrouve également au casting Sarah Snook, qui est une actrice que je ne connais pas très bien, je dois l'avouer. Je pense même que le seul film où je l'ai vu jouer, c'était, eh bien, dans Prédestination. Et nous retrouvons également Noah Taylor, qu'on a pu voir dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. En tout cas, moi, j'ai l'impression que je l'ai vu ailleurs que dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Peut-être que toi, tu l'as vu dans d'autres films que celui-ci. Et alors, Ethan Hawke y joue comme rôle The Bartender, Temporal Agent ou Temporal Agent avec l'accent anglais. Sarah Snook, elle joue The Unmarried Mother, Jane et John. Et Noah Tyler, il joue Monsieur Robertson ou Mr. Robertson. Est-ce que tu l'as vu en anglais toi, Prédestination, c'est ça? Alors, la première fois, je l'ai vu en anglais. Et la deuxième fois, je l'ai vu en version française. Et je tiens à dire que la version française est vraiment de qualité. Et alors, pour revenir sur la première fois où j'ai vu le film, parce qu'on va parler
un petit peu de comment on l'a découvert, eh bien, c'est mon ami Nightmare que vous avez pu voir sur la chaîne, notamment dans un live qui date d'il y a quelque temps, il me semble. Ouais, mais t'es illustre connu! Qui m'avait conseillé ce long métrage en me disant: «C'est super» et je l'ai vu. Après, est-ce que j'ai trouvé ça super? Eh bien, vous allez voir. Et toi, comment l'as-tu découvert, Linking Tao? Et bien moi, je l'ai découvert, alors c'est un peu étrange parce que je veux dire, c'est un peu comme, le film de François Ozon a été, 85 en fait, c'est, surtout que le DVD, parce que j'ai acheté en DVD en fait, parce que je l'ai vu comme ça, bah, en fait, il me paraissait pas mal en fait, je voulais découvrir le DVD, mais je savais pas plus que de quoi il s'agissait. En fait, pendant le film, je me suis même posé la question, mais où je l'avais vu? Est-ce que je l'avais acheté quand j'étais à Bordeaux? Mais en fait, comme le film date de 2014, forcément, j'avais au moins 16 ans, mais je crois que je devais avoir un peu plus de 16 ans, 18 ans peut-être quand je l'ai vu et là, je l'ai revu là, pour le projet donc il y a eu quand même, une sacrée période entre les 2, mais en même temps, il y a beaucoup de choses, qui sont restées quand même en mémoire. En tout cas, les grandes lignes sont restées, mais je l'ai découvert, pas forcément par hasard, mais en fait, c'est juste que je suis tombé sur le DVD. Ah oui, si, maintenant je me souviens, c'est bon. C'est quand, je crois, c'était à Rennes, dans le magasin qui tu sais, qui vaut 5 ou 10 € et donc en fait, je crois que c'est un DVD qui, dans mes souvenirs, je crois, qui valait 5 €. Je crois que c'était ça plutôt. Donc du coup, je l'ai acheté comme ça. Mais en fait, je sais pas plus, en fait. Des fois, ça m'arrive d'acheter des DVD comme ça. Ça m'est arrivé à une époque, c'est sans doute comme ça et après quand je l'ai vu, ben, voilà, je sais pas si je dois dire si je l'ai beaucoup aimé ou pas, mais en tout cas, il y aura la section, on dira: «Est-ce que tu l'as aimé?» Donc voilà, non, j'ai découvert, certainement comme ça, de mon côté, en fait, par ma curiosité, en fait, que je l'ai découvert. Okidoki. Eh bien, je tiens à préciser, avant qu'on donne notre avis en bref sur le film, puis ensuite notre avis détaillé, que c'est inspiré de l'œuvre de Robert A. N. Lane. Je crois que ça se prononce comme ça. J'en ai marre des personnalités qui ont des noms de famille compliqués. Ouais, c'est Voilà, Anne Lay, ouais, c'est ça, oui, oui, tout à fait. je tenais à le dire. Bien sûr, oui, c'est important. Et donc, voici ce que ça nous raconte. Pour sa dernière mission d'agent temporel, ce voyageur dans le temps doit capturer le seul criminel qui lui a toujours échappé. Un résumé simple pour un film qui l'est mais qui en même temps ne l'est pas. On va revenir en détail dessus, mais avant cela, quel est ton avis en bref, maintenant que tu l'as revu, sur Prédestination? Bah, je te dirais que je l'aime toujours autant le film. Après, étrangement, en l'ayant vu, je l'ai légèrement moins aimé que ce que j'avais vu, parce que c'est un peu l'équivalent de quand tu regardes un film avec un twist, parce qu'on en parlera. Quand il y a des films avec des twists, quand tu l'as vu une fois, tu es: «Waouh, super» et tout. Surtout quand tu as un âge où tu adores ça, où tu adores, les tripes comme ça de voyage, temporel et là, bon, je le savais déjà, mais en fait, je l'ai vu différemment parce que je savais déjà et donc je complétais ce que j'avais pas su comprendre, pas su prendre par quel, morceaux, quand j'avais vu à l'époque. Donc ça risque c'est un film, comme j'ai dit sur, Letterboxd, ça fait un moment que j'avais pas remis de choses dessus d'ailleurs. C'est que c'est un film, que j'ai légèrement moins aimé que la première fois que je l'ai vu, mais en même temps qui est toujours aussi intéressant, excitant. Intéressant parce que moi je me suis intéressé beaucoup à une époque des films de boucles temporelles et il y en a où c'est pas possible quoi. On n'y croit Mmh. pas ou alors c'est un peu tordu ou il y a un film dont je parlerai, mais ça sera à la fin, où qui est un peu une espèce de boucle temporelle, mais plus, version, qui existe dans la vie, quoi. Tu l'as vu d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, point intéressant parce que ça montre à quel point on peut faire un film science-fiction, mais qui est pas trop déconnant, qui reste quand même focus sur sa thématique et des trucs à côté parallèles. Et excitant parce que, en fait, même si je l'ai vu, parce que j'ai regardé au bout d'une heure, de 55 minutes, parce que le film dure 1h37-38, au bout de 55 minutes, là, on rentre dans le dur. Voilà. Et donc, il y a toujours ce côté-là, qui est saisissant pour moi, qui est toujours marquant et marqué. C'est excitant parce que tu te dis, ah, c'est comme un tour de magie. Tu as beau le voir 30 000 fois, tu dis: «Mince, je sais pas comment ça marche» et en fait, tu es émerveillé et je trouve que c'est vachement intéressant. Alors oui, on pourrait le faire un peu comme un tour de magie ce film-là, parce qu'il y a un peu de «magie» entre guillemets, mais quel film n'a pas de magie? Donc on peut se le demander. Donc voilà, mais ouais, c'est un film qui m'a pas déçu, hein, il est très bien. C'est juste qu'il m'a, dans la déception un peu frustrant parce que je me souvenais de l'époque et je lui dis: «Ah oui, bon, bah, ça devait être ça». Mais en fait, j'attendais, tu sais, l'espèce d'apothéose, mais en fait, je l'attendais beaucoup plus rapidement, en fait et je l'ai eu qu'après. Donc ouais, il y a une légère, déception, une légère frustration, mais ça reste un bon film, hein. Parce qu'on va dire: «Ouais, tu as choisi un film et tu l'as pas aimé». Non, non, j'invite les gens à le découvrir parce que, ouais, ça reste quand même un espèce de mystère et peut-être pour ça qu'ils ont pris après, Jigsaw, il y a une espèce de puzzle, tu vois? Et je trouve ça vachement intéressant. Comment, en tout cas, la thématique est abordée.
de ces films de 2012, 13, 14 et même 15 après, où il y a eu beaucoup de films, je pense à des Loopers, je pense à des Jumpers, je pense à des films comme ça, qui ont plus ou moins marché d'ailleurs, ou Projet Almanac par exemple. Des films, de boucles temporelles, il y en a eu énormément, fut un temps, mais tous les films n'étaient pas forcément bien aboutis au niveau du scénario, du récit, de la narration. Donc je trouve que c'est un pari réussi pour un film qui dure pas trop longtemps en plus, c'est ça qui est bien. Ça reste condensé sur 1h30, voilà, donc je trouve que c'est un film qui fait, la part belle, à cette thématique de science-fiction qui a été vachement pompée après. Voilà. Okidoki, eh bien, c'est intéressant d'avoir, un Oui, oui, avis oui, oui, vraiment ce que neuf. je dis est toujours intéressant. Non, non, je rigole. Non, je rigole. Non, 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 je serais ravi d'entendre ton avis aussi parce que bon, il y a toujours une analyse, moi, c'est dans l'histoire, donc c'est pour ça. C'est la petite boutade. Eh bien, en soi, tu peux rigoler de ce que tu viens de dire, mais moi, je suis plutôt d'accord. C'est toujours intéressant de t'écouter, surtout quand on a un avis vraiment neuf, parce que la dernière fois que tu l'avais vu, c'était presque il y a une dizaine d'années. Alors moi, j'avais dû le découvrir il y a 3, 4 ans et donc je l'ai revu et je trouve toujours que c'est un très bon film de science-fiction, un très bon film thriller et un très bon film sur une autre thématique dont je parlerai un petit peu plus tard dans l'avis détaillé. Mais alors ce qui est marrant, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment ressenti ce côté excitant du scénario qui démarre réellement, comme tu l'as dit, au bout d'1 heure de film. Mmh mh. J'ai vraiment apprécié ça et j'étais focus sur jusqu'où ce côté excitant dans le renouvellement permanent de l'intrigue allait aller et en le revoyant, vu que je savais qu'il allait arriver, j'étais moins excité par ça, j'étais plus excité, si je puis dire, par la construction des personnages, ce qu'ils portent en eux thématiquement, ce qu'ils portent en eux en termes d'émotion et je vais revenir un petit peu plus tard dans la vie détaillée sur tout ce que je suis en train de dire. Mais en soi, je trouve que c'est un très bon cru de science-fiction avec des personnages véritablement attachants, avec une première partie qui est très intéressante dans son côté faussement simple, puisque la deuxième partie, elle, va aller dans un côté plus exigeant et entre guillemets, la première partie l'annonce déjà. C'est là que je parle de côté faussement simple, notamment dans ses visuels. Les visuels du film sont assez époustouflants par certains instants. Je ne sais pas si c'est un film qui a eu un gros budget, je ne pense pas, mais en tout cas, le fait est que c'est très beau et que ça raconte des choses que je trouve vraiment intéressantes au travers des visuels sur les personnages et sur ce qui leur arrive. Bref, voilà mon avis en bref sur Prédestination. Maintenant, on va partir dans un avis plus détaillé. Know where I come from, but where do all you zombies come from? Et je vais te laisser commencer comme d'habitude parce que j'aime bien t'entendre détailler, décortiquer ton avis sur un film en premier. Ouais, bah, là, j'étais en train de rebondir sur ce que tu disais. Je ne vois pas le budget, mais je sais que ça a eu pas mal de récompenses en fin de compte. Si, il y a eu quand même, meilleure photographie, pour Ben Note, mais c'était pour l'Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards en 2015, le meilleur montage, meilleur décor et c'est vrai que l'image, il y a certains passages avec des images, bah, qui vont rappeler des souvenirs et il y a certains moments aussi qui sont, en termes visuels, qui sont très, 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 très bien, voire époustouflants. Je remets dans le contexte que c'est un film qui est sorti en 2014, hein et je trouve ça toujours aussi beau et j'étais en train de faire une, petite réflexion quand je regardais le film, là, cet après-midi. Parce qu'on peut se dire: «C'est un film avec bout temporel, donc c'est facile de revenir en arrière et tout». Mais je trouve que dans le scénario, en fait, c'est cohérent avec ce qui se passe, en fait. Tout s'imbrique, en fait. Parce que j'étais en train de me dire aussi quand je regardais le film, oui, il y a pas que Nolan qui aime bien, transcender le temps, qui aime bien le changer, le manipuler. Il y a pas que Doctor Strange aussi. Donc ça fait du bien d'avoir, des films, comme ça, de boucle temporelle parce qu'il y a la boucle temporelle, mais c'est une thématique dans le film et il y a pas que ça, hein. C'est beaucoup plus profond que ça en fin de compte. En l'ayant regardé, c'est ça que j'ai aimé. Même s'il m'a légèrement déçu, un peu frustré légèrement, c'est que j'ai par, ma vision neuve, en fait, j'ai compris plus de choses. Ce qui est normal, tu me diras. J'ai pas vu que le côté: «Waouh, il y a le twist» et c'est pour ça que le film, je trouve intéressant et ce qui est assez amusant en plus dans le film, quand tu regardes le film pour la première fois, surtout pour la première fois quand tu sais pas et même là, ça me l'a un petit peu fait, c'est tu vois sur la jaquette du film, tu vois Ethan Hawke. OK et tu te dis: «Waouh, c'est un film avec Ethan Hawke». Bon, en fait, c'est vrai que la première heure de film, tu dis: «Mais en fait, c'est bizarre parce qu'on se concentre pas sur lui, en fait»
Et donc pourquoi il y aurait pas une autre personne? Et c'est là où ça questionnait tout. Après moi, maintenant j'ai la réponse, mais du coup, c'est assez drôle. Et après je me suis dit peut-être parce que comme c'était un acteur, comme on connaît plus Ethan que Sarah Snook, bon, ben, voilà, on a mis ça. Mais en fait, il y a peut-être ça parce qu'un film est mieux vendu quand il y a une tête d'affiche, mais il y a autre chose derrière que je pourrais expliquer et je pense qui est cohérent en fin de compte. Mais ça, c'est plus dans la partie spoil. Si tu mets une partie spoil, au cas où, je pourrais le donner. Mais en tout cas, oui, je trouve que ce film, Prédestination, il y a vraiment, dans cette armature, en fait, c'est un condensé sur des questions existentielles, un peu de philosophie, un peu ça, c'est très intéressant. Il y a la boucle temporelle, mais il y a tellement d'autres choses et je voulais rebondir sur ce que tu me disais sur le Letterboxd. Tu parlais de l'amour et il y a un moment dans le film, où elle dit: Non, mais voilà, l'amour, il y a plus d'importance, mais c'est le but, le projet» et je trouve que c'est intéressant, en fin de compte, de se dire que toutes ces choses-là, parce qu'il y a une histoire aussi d'abandon, de résilience, d'adoption. La partie au début me marque, parce que moi j'ai été adopté et tout ça, mais c'est vrai que c'est des timelines qui sont imbriquées, de périodes différentes, de moments différents, mais aussi de sujets, de thématiques qui débordent en fait sur toutes les timelines. Et des fois, il y en a une qui rattrape l'autre à un endroit, et je trouve ça vachement bien manié dans le scénario en fait. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films qui arrivent à jongler aussi bien sur des timelines différentes, avec des thèmes différents, sans se perdre et sans en faire des caisses. Et je trouve que oui, Prédestination réussit le pari de mettre en scène, de mettre en écriture des personnages, tu l'as dit, qui sont très marquants, pour lesquels on a beaucoup d'attachement. Moi, il y a un moment donné où le moment où elle pleure, elle est assise sur un lit, il y a pas grand-chose. C'est pas parce qu'il y a des pleurs et il y a des violons que je vais pleurer, mais ça m'a foutu quand même dans un truc parce que je me suis dit: «En fait, le personnage est tellement bien travaillé, tellement» et je trouve que c'est ce que devraient faire des gens qui travaillent, des étudiants, je dirais le minimum syndical, mais c'est quand tu fais un film, quand tu réalises quelque chose, c'est de prendre pas non plus beaucoup de personnages. Tu as besoin de un, 2, 3 personnages. On le dit en plus de prendre pas beaucoup, mais après derrière, de regarder ce que tu peux faire avec. Et je trouve que c'est une bonne idée et c'est un bon exemple Prédestination d'avoir pas beaucoup de personnages en fin de compte. Il y a des personnages un peu par-ci par-là, mais qui reviennent sans cesse. Il y en a vraiment que 3 en fin de compte, il y en a pas énormément, dont une, mais avec des âges différents. Et donc voilà, je trouve que on va à l'essentiel, on va au but, comme elle le disait, Jane, dans le film, le but. Et voilà, le but, la mission, parce qu'il y a un côté un peu, espace, un peu, les astronautes et tout aussi, dedans. C'est un film, de science-fiction. Alors évidemment, le je sais pas vous, Illustros et Linkin Tao, si vous avez fait des voyages temporels. Bon, ça m'étonnerait. Mais en tous les cas, c'est vrai que ou alors être cloné ou je sais pas quoi. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que c'est des films où j'y crois plus que des portails temporels dans Marvel. Et le dernier film qui m'a fait le même aspect, le même état d'esprit que Prédestination, où il y a une histoire de qui est pas vraie en soi, parce que j'ai pas trouvé de machine. Bon, il y avait aussi, Le Prestige de Nolan, mais le plus récent, c'était Everything Everywhere All at Once. Où il y avait cette boucle temporelle, mais voilà, c'est là qui est plus expliqué différemment. Là, on est plus parti sur, parce que c'est un élément du film qui fait qu'on bascule dans un temps, un autre et donc ouais, ouais, je trouve que cette partie-là de boucle temporelle est très bien amenée et que derrière, tout ce qui amène le sel, le poivre, tout ce que tu veux comme saveur, comme épice dans ce film, c'est vraiment les thématiques que j'ai citées juste avant, la résilience, l'abandon, les choses en fait, l'amour évidemment, les choix de vie en fin de compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour bouger les choses? Et à la fin du film, c'est juste pour donner un point clé et une notion importante, à la fin, il n'existe ni le bien ni le mal, en fin de compte. Chaque choix n'est pas bon ou mauvais, c'est un choix. Voilà. Je laisse, sur ça pour te laisser, dire des choses, très intéressantes. Eh bien, écoute, ton argumentaire de début était très chargé en informations, Comme mais le film, comme le également film! Ouais. comme le film, mais également très intéressant. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans le long métrage, comme tu l'as dit, c'est à quel point il brasse énormément de thématiques, mais qu'il n'y en a aucune qui va être plus imposante de manière malvenue qu'une autre et aucune va être en dessous d'une autre. Je viens de dire 2 fois la même chose, c'est magnifique et en plus de ça, elles sont très bien traitées parce que derrière ce concept de boucle temporelle, qui est un concept, quand même assez immense quand on l'imagine, je trouve qu'il y a une grande sobriété dans ce film, de A à Z et justement, dans cette scène où le personnage, l'héroïne, l'héros, va pleurer, il y a tellement une charge émotionnelle conséquente, voire immense en ce personnage, mais c'est montré d'une manière si sobre, si belle
et je trouve ce contraste vraiment saisissant et justement, c'est ce contraste qui va faire marcher le film tout du long. C'est ce côté immense dans le concept, dans les thématiques, mais toujours ramené à un point de vue beaucoup plus sobre, beaucoup plus humain, beaucoup plus humble. Vraiment, toutes les scènes d'émotion fonctionnent très bien, notamment parce qu'également c'est très bien joué. Je peux le dire puisque je l'ai vu en VO de base et je rappelle que la VF est vraiment bien. Et aussi, comme tu l'as dit, je trouve que c'est un grand film de science-fiction, plus que sur des boucles temporelles, sur l'amour. Et sur l'amour qu'on porte à soi-même ou qu'on ne porte pas à soi-même, ou l'amour qu'on porte aux autres ou qu'on ne porte pas aux autres. Et qu'est-ce que on va devoir choisir à la fin entre ces 2 types d'amour-là? Et je trouve, notamment dans le final, qu'il y a un côté très émouvant, encore une fois sobre, mais très émouvant qui fonctionne très bien. Et en fait, ce côté grand film sur l'amour, sur toutes ses facettes, je l'ai vraiment ressenti au 2e visionnage parce que comme je l'ai dit, lors du 1er, j'étais vraiment focus sur le concept et lors du 2e, j'étais plus focus sur les personnages, leur trajectoire, leurs choix. Et donc ce qui est plaisant avec Prédestination, c'est que c'est également un film, du moins j'en ai le sentiment, qui est plaisant à revoir, à redécouvrir. Peut-être que quand je le reverrai dans 5 ans ou dans 10 ans, je redécouvrirai de nouvelles facettes parce que le tout est constamment très bien agencé. Il y a pas un bout de gras, tu t'ennuies pas une seule seconde. C'est en même temps efficace et pas trop rapide, que ça soit dans son concept ou dans le développement des personnages et des thématiques. Je trouve vraiment que c'est un très bon film dont on ne parle pas assez, qu'il faut mettre en lumière. D'ailleurs, c'est notre mojo pour enfants du cinéma en 2026, c'est mettre des films en lumière. Alors, bien entendu, il est quand même connu ce film, mais dans le domaine de la science-fiction, c'est pas le plus connu. J'ai l'impression qu'il est quand même assez de niche. Après, peut-être que cette impression est faussée. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si c'est le cas. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce film. Il a également donc une très bonne photographie, une très bonne mise en scène, une très bonne musique. La musique d'ailleurs est un exemple de cette sobriété qui parcourt le long métrage, c'est qu'elle va souvent flirter avec: «Allez, on va faire apparaître les violons et en fait non. Allez, on va les faire apparaître et en fait non». Voilà, elle va constamment flirter là-dessus et je trouve que ça dit tout du film, de sa justesse dans l'émotion, en permanence. Et c'est un film qui, au-delà de parler de l'amour et de toutes ses facettes, parle de l'adoption, parle de la transidentité, parle de la fatalité, parle des choix qu'on peut faire, nous, êtres humains, et comment ils peuvent en même temps nous impacter, nous, dans notre parcours de vie, mais impacter également le reste de la population. Il y a un grand questionnement sur l'effet papillon, en quelque sorte. Il y a un grand questionnement sur l'œuf ou la poule. Ça brasse plein de questions philosophiques et ça les brasse bien parce que en même temps, il y a ce côté accessible, en même temps, il y a ce côté exigeant. En fait, Prédestination, c'est un film qui flirte constamment en tout point avec tout. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord, tu parlais de sobriété, tu l'as utilisé 2 fois dans ton exposé. Je rajouterais même épuré. Il y a vraiment, cette espèce de légèreté, pas dans les propos, pas dans les thématiques, mais c'est tellement amené d'une façon pas rentre dedans et qui accompagne, en fait. J'en avais parlé pour, Correda avec L'Innocence où il accompagnait, il caressait la joue, si vous vous souvenez de ce fameux passage avec ce magnifique micro et donc ce film-là, oui, il a vraiment une sobriété, bien sûr, c'est épuré, c'est léger, pas forcément dans ce qu'il raconte, de ce qui monte, mais c'est dans la sensation, déjà, tu pas pris pour un débile, déjà, quand tu vois le film et c'est vrai que je te suis dans l'idée que c'est un film à la fois qui serait du grand public, pendant 1 heure et après, en fait, tu vas dans un truc un peu plus, pas cinéphilique, mais un truc un peu plus complexe et pas compliqué, complexe. Je dis bien, la différence, dans les 1/2 heure, un peu plus après et c'est là où tu rentres dans le dur. Mais je trouve que et c'est rare que moi, je suis quelqu'un qui adore, les films où ça se parce que des fois, pendant un quart d'heure et que ça se met en place, mais que des fois, je sors du film, je suis un peu en dehors. Mais là, bon, j'avais déjà vu, donc je savais à quoi m'attendre, mais
Pendant 1 heure, en fait, j'ai pas senti un bout de gras, j'ai pas senti quelque chose qui était pas bon. Parce que ça peut avoir cet effet-là quand tu as aimé le film et après tu le revois. Bon, j'ai été un peu déçu légèrement, mais il y a pas eu une grande déception. Donc ça montre à quel point aussi, c'est un film aussi qui traverse le temps. En tout cas, qui a traversé le temps de ma cinéphilie et donc qui fonctionne, qui marche encore. Je trouve que le film, se tient très bien. Tu disais, il est pas très long, je l'ai dit, il est pas très long et je trouve, que ce qui fait aussi la force du film, comme le film est pas trop long, qu'il est maîtrisé et que les thématiques sont pas l'une sur l'autre ou en dessous, qui est à peu près «égal» entre guillemets, c'est que, on arrive, à avoir un film, qui est bien dosé. Voilà et un film qui est bien dosé, c'est pas forcément, le meilleur film du monde, mais un film qui est bien dosé pour moi, c'est un peu comme il y a eu par exemple Thunderbolts. Par exemple, c'est un film qui est le minimum syndical aujourd'hui pour moi. Un film qui est bien dosé, qui en fait pas trop, qui ne se base pas que sur des acquis. Donc je trouve que c'est un film déjà qui fait la part des choses et en plus qui rajoute d'autres choses derrière et je pense qu'il fait peut-être partie de ces films-là qui est intéressant malgré un twist que après la deuxième fois, bon tu connais un peu le twist, mais c'est le regarder une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Il y a des films comme ça. Moi, ça m'est arrivé pour Le Prestige, j'ai dû le voir une deuxième fois pour comprendre ce qui m'arrivait. Voilà, parce que c'est plus dans le tour de magie. Mais ouais, il y a une espèce de magie, mais la magie qui serve avec une certaine sensibilité, une certaine légèreté, comme je disais, mais ouais, c'est vrai que toi tu dis sobriété, moi je dis épuré, vraiment. Pourtant c'est pas simple. On pourrait voir le film, on dit: «Oh c'est simple». Non, c'est pas simple. Mais en fait, c'est des films, il y a pas beaucoup qui arrivent où tu dis: «Punaise, c'est simple, ça se déroule comme ça», mais en fait derrière, c'est tellement complexe en fait. Ça montre à quel point il y a des réalisateurs, des gens derrière la technique qui arrivent avec le biais des acteurs, des actrices, qui arrivent à faire un film qui est hyper complexe, mais quand tu vois le film, tu dis: «Punaise, ça paraît tellement smooth, ça paraît tellement simple», comme un mouvement de caméra qui est bien fait, tu vois? Où il y a pas d'accroche, il y a pas tu vois? Et donc je trouve que ouais, c'est un film en fait, comme tu disais, moi je dirais ça effleure tout le temps, on peut dire le côté sensationnel, mais ça le fait pas, ça redescend. En fait, ça va un peu titiller un peu, parce que tu as envie de voir qui «Ah, il va aller là» et en fait non. Mais dans le sens aller là, dans le mauvais sens où tu dis: «Ah, il va se faire avoir». En fait non, pas du tout. Il s'arrête avant et après il arrive toujours constamment. Il y a pas vraiment de parce que des fois dans les films, au plein milieu du film, il y a un moment où c'est un peu plus bas. Là, il y a pas tellement en fait. Il y a pas tellement évidemment, il y a une partie dans les 1 heure où c'est un peu plus bas parce que tu attends à un moment donné qu'il y a un changement dans la séquence. Mais sinon, non, c'est un film qui est très bien maîtrisé pour 1 heure et demie, pour un film de science-fiction avec des boucles temporelles. Donc on en a vu des caisses et des caisses avant et après ce film et on arrive à comprendre pourquoi ça s'appelle Prédestination à la fin. Mais il y a tellement de choses en fait dans le film et il y a un passage dans le film où, il est question d'une personne importante, voilà, qu'on citera après. Mais en fin de compte, il devient un peu, en arrière-plan et après il revient, voilà. Parce que les missions, les buts sont différents en fonction des personnes. Mais il y a un truc un peu particulier que je peux pas dire parce que j'attends JB s'il veut bien que j'en parle. Voilà. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis et dans le film, c'est que c'est vraiment de la magie épurée. Par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont, au bout d'une heure, on va plonger vraiment dans un film radicalement différent du premier qui nous était présenté durant la première heure, mais pas à la façon d'un Titane de Julia Ducournau, par Mmh mh. exemple. Mmh. Parce que Titane, j'ai beau beaucoup l'aimer, c'est très brut la façon dont, après les 20 premières minutes, on plonge dans un film radicalement différent. Là, on est accompagné, là, c'est doux, là, c'est épuré. Ce que j'aime beaucoup également, c'est la voix off du film, où dans un premier temps, on pourrait se dire: voix off, c'est pas ce qui se fait de meilleur au cinéma, généralement, ça surexplique tout de manière inintéressante». Mais en fait, moi, une voix off qui me dérange, c'est quand elle explique ou surexplique des points qu'on ne voit pas à l'image. Et là, on les voit à l'image accompagnés d'autres points qui, eux, ne sont pas expliqués. Donc il y a un aspect complémentaire que je trouve vraiment captivant, tout comme les visuels qui annoncent à de multiples reprises, pour citer Life of Chuck, le nombre de multitudes qu'a le personnage principal en lui. Et j'aime beaucoup aussi le côté assez inspiré du travail des Wachowski, des sœurs Wachowski, pas tant dans les visuels, mais vraiment dans le scénario, dans son avancée. Et encore une fois, il y a pas ce côté in your face, il y a pas ce côté pompeux, il y a pas ce côté gros sabots que pourraient avoir certains films de Nolan qui récupéreraient un concept vraiment fort, mais qui en feraient quelque chose
de très imposant, de très Hans Zimmer à la musique qui pète un câble. Voilà, là, il y a pas du tout ça et je dirais que même si j'aime l'aspect frontal, l'aspect grossier mais appréciable de Nolan, je préfère peut-être le côté, mine de rien, plus intellectuel et chaud vis-à-vis des sentiments humains de Prédestination. Notamment dans le côté complexe de cette histoire, de ces personnages dont tu as parlé. Ce que je trouve, encore une fois, très salvateur pour l'ensemble de l'œuvre, c'est la façon dont, au lieu de prendre un aspect simple et de le rendre complexe, ce qui peut se faire beaucoup, là, on va prendre un aspect complexe et le rendre de plus en plus simple et il y a quelque chose de très touchant, vraiment, de très humble encore une fois. Je sais qu'on y revient beaucoup à ces adjectifs, mais je trouve qu'ils décrivent parfaitement l'œuvre de ces 2 réalisateurs, de ces 2 frères. C'est qu'il y a un côté constamment humble, constamment proche des personnages, proche de leur humanité. Et c'est peut-être ça qui manque à certains autres films qui reprennent le concept de boucle temporelle ou d'autres concepts de science-fiction très connus et très efficaces. C'est qu'il y a peut-être un manque d'humanité. Pour citer un autre film de science-fiction où, encore une fois, il y a une grande humanité qui fait vraiment du bien, Bienvenue à Gattaca, encore une fois avec Ethan Hawke. Ethan Hawke. Uma Thurman. Welcome to Gattaca. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Ethan Hawke, en tout cas de ce que je sais par rapport à ce que j'ai vu de sa filmographie, quand il s'aventure dans la science-fiction, il s'aventure vraiment dans une science-fiction qui n'a pas de grands sabots, une science-fiction qui est proche de l'humain avant tout. Voilà. Et il me semble que tu avais quelque chose à dire. Oui, tu parlais du duo Wachowski et tu parlais pas tant dans les visuels, mais plutôt dans le scénario, dans l'écriture. C'est aussi un duo, tu vois? Donc, Oui, Wachowski, les frères, Spierig, il y en a d'autres, hein, évidemment, des duos, les frères Dardenne en France, en Belgique. Donc, oui, oui, je voulais rebondir sur quelque chose, tu en avais parlé lors d'une balade, voilà, qu'on avait faite. Tu me parlais de, bah, j'aurais aimé, la philosophie, j'adore ça et tout. Et c'est vrai, peut-être que c'est ce qui m'avait beaucoup, passionné quand j'étais un peu plus jeune, il y a quelques années quand je l'ai vu. Alors, je vous rassure, je suis toujours jeune, hein, il y a pas de souci. Mais c'est surtout que, il y a une partie de philosophie dans la voix off à la fin. Le moment où il dit, je vais le citer, hein, parce que j'ai pas vraiment en tête: «Je sais d'où je viens, mais vous tous les zombies, d'où venez-vous? La seule chose dont je suis sûr, c'est que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu me manques terriblement». Et c'est vrai que le fait, tu parlais de la quête, de l'amour, des choses comme ça, de savoir, aimer les autres, mais aussi s'aimer soi-même. Je trouve que c'est déjà, bah, c'est évidemment inspiré du film, Vous les zombies, mais c'est vrai que, il y a eu beaucoup de films aussi à une époque, pour rebondir sur cette citation, que les zombies, dans certains films, je crois dans celui de Romero en 69, c'était vu comme la société de consommation, tu vois? Et je trouve que là, les zombies, c'est encore autre chose, sachant qu'en fait, les zombies, on les voit pas, mais en fait, c'est les zombies de la société dans un film, de science-fiction. Donc, en fin de compte, je pense que oui, les zombies, ce sont les gens qui, entre guillemets, on dirait ça, les zombies ne n'ont pas de rêve. Ils osent pas. Ils vont pas tenter des choses. Ils vont suivre le moule, ils vont suivre comme les moutons. Et ces questions-là de philosophie, des questions existentielles sont toujours distillées dans le film, toujours distillées de façon très bien faite, c'est très bien amené, souvent par la voix off. Parce qu'il y a une redite, entre guillemets, de voix off qu'on entend au début, qui revient après, parce que comme c'est un voyage temporel, évidemment, on revient à une époque, donc on arrive à raccrocher les wagons quand même. Donc voilà, je trouve que je parlais des thématiques, que je vais pas revenir dessus, mais il y a aussi dans les autres choses, les genres qui ne sont pas des genres en soi de films. Il n'existe pas de genre, un film qui s'appelle un film philosophique. Ça n'existe pas à proprement parler. Mais, il y a vraiment de la philosophie, il y a de la psychologie. C'est pour ça, il y a ce côté, tu dis intellectuel en deuxième partie, un truc où un peu plus complexe, où il faut un peu creuser. Et on le voit souvent dans des films «intellectuels» entre guillemets, dans les films, drames, thrillers. On verra rarement, mais c'est une généralité, hein, que je dis, il y a des contre-exemples aussi, des films qui sont plus, légers, des comédies romantiques, où là, il faut intellectualiser, mais pas autant que Prédestination, pas autant que d'autres films. Quand je dis intellectualiser, c'est comprendre le film, les ressorts. Je parle pas, c'est un film qui dure 3 heures et il faut comprendre, tout le film, tu vois? Parce qu'1 heure et demie de film, c'est pas énorme, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de sujets, de thèmes. Et donc je trouve que c'est très bien amené par le fait, distillé partout, je disais, la citation du coup à la fin, la voix off, pour rebondir sur ce que tu disais, qui n'est pas trop présente, qui est juste qu'il faut, qui accompagne. Et donc je trouve que c'est merveilleusement fait parce que en fin de compte,
La voix, on peut pas dire est-ce qu'il y en a besoin ou pas. En fin de compte, elle est là pour accompagner le tout et elle est là aussi pour pas te laisser seul à certains moments et je trouve que c'est admirablement bien fait de pouvoir, mettre en place la voix off qui est souvent, on le sait, nous qui faisons du montage, qui est souvent utilisée comme la musique un peu. Bah, tiens, on va le mettre là, comme ça va un peu, «remplir les trous» entre guillemets et je trouve que là, non, ça amène des choses, ça amène à la fin des réflexions parce que vu comment ça se termine à la fin, tu as envie d'en voir un deuxième ou en tout cas, tu as envie de savoir la suite, la fin, quoi. Tu te dis: «Mais mince, qu'est-ce qui arrive?» et donc je trouve que, voilà, c'est un film qui réussit la part belle, aussi, je parlais excitant parce qu'à la fin, tu dis: «Ah! J'ai envie de savoir!» c'est un peu comme To Be Continue, tu vois? Donc tu as envie de savoir et en même temps, tu te dis: «Ah! Ouais, non, en fait, c'est mieux parce que je risque d'être déçu peut-être» et donc je trouve que c'est bien, ça attise toujours et je trouve que ça entretient ce côté-là, merveilleux de ce film par la magie qui est un peu imbriquée dans tous les endroits avec les timelines, je disais. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça mêle beaucoup de choses, des genres, qui ne sont pas «des genres» entre guillemets et voilà, c'est un film qui a un peu un fourre-tout, mais un fourre-tout qui est bien rangé. Ça reste un film, entre guillemets «majeur» pour moi parce que, en fin de compte, des films de science-fiction, des films comme ça qui durent 1h30, il y a pas beaucoup de films, j'étais en train de réfléchir, des beaucoup de films d'1h30 qui sont bien maîtrisés comme ça, sur des thèmes et des thématiques qui sont assez rudes, de passer de l'un à l'autre de façon intellectuelle, j'en connais pas énormément, tu vois? Donc d'avoir tout ça dans une compilation entre guillemets, un best-of sur 1h30 qui tient la route, maîtrisé. Des exemples, j'en ai pas beaucoup qui courent à l'appel, ouais, vraiment. Pour moi, ça reste une réussite aujourd'hui, dans des films que vous voulez voir en science-fiction. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi. Et si je devais finir sur quelque chose, c'est notamment sur la fin du film, tu en as parlé, où il y a l'un des messages phares de l'œuvre que moi je trouve tout aussi déchirant que rassurant. C'est que le film en soi ne se termine ni bien ni mal. Il se termine et il se termine en nous transmettant comme message que ce qui est important dans la vie, c'est les choix qu'on fait. Tu auras des choix difficiles à faire. Et que par moments, on va faire des choix qui vont nous amener à souffrir, à faire du mal, dans un premier abord, mais qui dans un deuxième vont nous amener tout le contraire. Et bien entendu, ça marche aussi inversement. Justement, ça pose des questions sur le sens de nos choix, l'utilité de nos choix, qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais comme par exemple dans Hamnet que j'ai vu il y a peu. To die. To sleep. Ce qui m'a vraiment déchiré le cœur, c'est toute la thématique du film sur le fait qu'on peut se rencontrer, croire qu'on est des âmes sœurs, mais souffrir plus qu'être heureux ensemble. On peut tout de même, à la fin, créer quelque chose avec tout ça, avec notre parcours de vie, aussi joyeux ou triste soit-il. On peut créer notamment de l'art qui rassemble malgré tout. Ça, c'est pour Hamnet. Et là, le film, c'est on peut, avec notre parcours de vie, avec tous les sentiments qu'on a intériorisés, extériorisés, avec tous les bons ou mauvais choix qu'on a faits, créer continuellement quelque chose de nouveau qui peut apporter de l'espoir, même quand il n'y en a plus. Moi, je prends Prédestination comme un film qui transmet cela et je trouve ça vraiment déchirant tout autant que passionnant. C'est un fourre-tout qui est délicieux, Prédestination, et je pense que tu as quelque chose à dire dans une partie spoiler qu'on va ouvrir maintenant et fermer bientôt avant la fin de l'épisode. You can do this. What are you saying? What's that got to do with me? You're the only one. Mais vas-y, dis-nous ce que tu avais à nous dire. Tellement plein de choses, mais en fait, ce sont une seule personne, en fait. Toi aussi, tu as l'info aussi de ça? Eh bien, effectivement, le personnage qu'on suit depuis le début et pratiquement tous les autres personnages qu'on va voir ne sont qu'une seule et même personne. À C'est le différentes twist périodes. final, Ouais, à à différentes différentes périodes. périodes et je trouve que c'est vachement bien mené, parce qu'en fait, j'étais un peu perdu, à mon premier visionnage et après je l'ai vu et j'étais emballé par le deuxième et je voulais comprendre un peu plus parce que je me disais: «Bon, bah, voilà, je vois que c'est» mais en fait, je séparais les 2 en fait. Mais c'est après où j'ai compris, oui, évidemment, mais c'est vrai que c'est un film à revoir aussi parce que pour comprendre mieux certaines choses. Après, quand tu l'as, après, c'est bon. C'est comme quand, tu prends exemple, ça a rien à voir avec le film, mais une illusion d'optique, quand tu l'as, tu vois que ça, tu vois? Et ben, c'est pareil en fait, quand tu as le truc en tête, après maintenant ça sort plus
Et donc, je trouve que le personnage, parce que moi j'avais eu du mal au premier visionnage, mais oui, en fait, bah, ils se connaissent parce que forcément c'est la même personne. Mais c'est assez amusant parce que tu pourrais dire, bah, ils ont chacun leur mission, mais en fait non. Dans les timelines différentes, ils vont se voir et c'est pour ça que je spoil. Tu disais: «C'est la même personne» et spoil à la fin, il s'appelle, le Pacifieur Pétillant et à la fin, il le tue, il se tue lui-même. Est-ce que tu veux savoir ce que tu vas faire demain? Non. Mais c'est pour ça que je dis, à un moment donné, il y a pas de bien et de mal et que les réponses qu'on dit, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, parce que quand il va se parler à lui-même, entre guillemets, «J'ai fait ça pour éviter qu'il y ait trop de monde qui meure». Mais en fait, nos choix, nos actes, des fois, elles sont un peu indépendantes de certaines choses qui arrivent. Mais en même temps, on croit vouloir faire le bien parce qu'en faisant moins de morts, bien, mais on fait quand même d'autres morts pour éviter d'autres morts. Donc en fait, le bien, le mal n'est pas la question primordiale dans ça, en tout cas pour la fin. Et puis après, évidemment, parce que c'est vrai que le twist en tant que tel, il est déjà là depuis le début, en fait. Mais tu l'as pas vu parce qu'il arrive à la fin. Mais en soi, je trouve que les personnages se tiennent, d'ailleurs, elle avait eu une récompense, Sarah Snook d'ailleurs pour ce personnage-là. En fait, je trouve que le tandem, Sarah Snook et Ethan Hawke, très bien, il y en a aucun qui est au-dessus de l'autre en fait, tu vois? Quand ils sont tous les 2, tu vois? Parce que de base, c'est une conversation et après voilà, après il y a un voyage dans le temps. Mais c'est assez amusant en fait parce qu'on parle prédestination de voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, tu l'as que 55 minutes après le début du film et après, tu comprends pourquoi c'est Ethan parce que Ethan c'est aussi Sarah Snook, c'est le même personnage et donc voilà, je trouve que pour faire vendre le voyage temporel, mais en vrai, le voyage temporel, c'est un truc un peu qui accompagne le film, mais le plus important derrière, c'est les autres thématiques dont j'ai cité, c'est toi avec, l'amour des uns des autres, de nous-mêmes, mais voilà, donc je trouve qu'en fin de compte, je dirais le voyage temporel est une espèce de clé pour comprendre comment ça se fait qu'on en est là, pour que ça soit cohérent dans le scénario, mais qu'en fin de compte, toutes les autres thématiques, en fait, se trouvent partout dans le film, mais en fin de compte, c'est ça le plus important. Mais, je te dirais, c'est comme quand tu es plus petit, tu vois un film, ah, tu aimes bien les méchants, les gentils et c'est en grandissant que tu dis: «Ah oui, en fait, c'est parce qu'il y a ça, parce qu'ils doivent faire ça, ils sont obligés de faire ça» et donc je trouve qu'il fait partie de ces rares films qu'on va revoir dans 4, 5 ans, 10 ans et on aura peut-être une autre, réflexion, on aura peut-être d'autres attentes, peut-être, c'est possible, malgré que le film ne change pas, il y a pas de fin alternative. Mais on se croit toujours, nous, en tant qu'humains, de se dire qu'il y a un changement et même dans le film, on se dit: «Ah, il faudrait faire ça peut-être» ou je ne sais pas et voilà, c'est, nos choix, nos actes dépendants, indépendants des autres choix, mais en même temps, tu parlais de libre arbitre un jour, dans cette liberté, est-ce qu'on a vraiment le choix? Et il dit: «On a le choix», mais moi je rajoute: «Mais le choix est difficile». Donc c'est vrai que ça reste intéressant, ça reste philosophique bien sûr, sur certains points, mais pas que. Et c'était le pari fou aussi de faire un film qui mélange ces thématiques-là et qui se perd pas. Et je trouve qu'un film qui est trop philosophique, c'est un peu trop pompeux, c'est un peu chiant, ça peut devenir chiant aussi, hein. Quand je dis philosophique, c'est un peu les films à la nouvelle vague qui veut faire des choses, tu vois? J'ai rien contre la nouvelle vague, mais il peut y avoir des films sur certaines périodes en France ou dans le monde qui se veut être plus intelligente que d'autres. Et là, ça se veut pas être plus intelligent. Ça t'accompagne en plus. Mais faut quand même être un peu bien pour voir le film, pas parce que c'est triste, pas parce qu'il y a des trucs un peu, c'est un peu touchy, même il y a un accord parental, mais c'est surtout que si tu veux le voir et le comprendre, il faut quand même, voilà, être bien quand même, je trouve. C'est important de le signaler quand même parce que il y a des films, on va dire: «Bon, ne regarde pas parce que bon, ça peut faire peur» ou «Ne regarde pas parce que c'est pas trop ton type de film», mais là, ça a rien à voir. C'est surtout pour bien assimiler, pour bien comprendre, au pire des cas, regarder une deuxième fois plus tard, mais voilà, parce qu'il y a beaucoup, 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 mais alors beaucoup d'informations et en plus on switch vers une autre particularité de film dans la deuxième partie. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un film qui reste passionnant, et même, peut-être quand je réécouterai l'épisode un jour, peut-être je me dirai: «Mais en fait, il y a eu ça aussi dans le film». Bon, pour beaucoup d'épisodes, je me dis: «Ah, il y avait ça», en y repensant, mais je trouve que oui, il reste encore des choses, à éclaircir. C'est le but aussi des films qui se veut un peu psy, qui se veut un peu, philo aussi, à mon sens en tous les cas. The future. Bref, Prédestination, c'est un fourre-tout délicieux avec grand nombre de thématiques, avec grand nombre de persos. Ah non, pas grand nombre de personnages, mais qui portent des multitudes en eux qui sont aussi fascinantes que profondément émouvantes. C'est un film sur l'amour et toutes ses facettes, sur, comme en témoigne la fin, est-ce qu'on arrive au final, avec tout ce qu'on a vécu d'aussi tragique, dur, à continuer de s'aimer? Ou Mmh.
à plus aimer les autres? Ou est-ce que, et c'est là qu'est l'espoir quand même du final, on peut arriver, malgré ce paradoxe qu'il y a dans le film, à faire les 2? Autant s'aimer soi-même que les autres et résoudre donc ce grand paradoxe, ce grand problème qui est, très captivant, très excitant pendant 1 heure et demie. C'est un très bon cru de science-fiction, très humble, mais très efficace, qu'on vous conseille de découvrir. En tout cas, moi, j'étais très content de le revoir. Je pense que c'était ton cas également, même s'il y a eu une petite déception due au Oui, fait oui, que tu ça reste toujours connaissais intéressant. Mmh. tu connaissais le twist, mais en tout cas, moi, j'ai déjà hâte de le revoir dans 4, 5 ans, voire 10 ans. Parce que je suis sûr que je repérerai de nouvelles choses, j'obtiendrai de nouvelles clés pour ouvrir de nouveaux coffres, de nouvelles portes vers d'autres horizons qui, je l'espère, seront tout aussi fascinantes que durant le premier et le deuxième visionnage. Voilà, sur ce, à moins que tu aies d'autres choses à dire, je pense qu'on a Oui, fait. j'ai d'autres choses à dire, mais qui est lié, j'en ai parlé au tout début, un film, j'ai dit que tu l'as vu, tu l'as bien aimé, c'est, Le tourbillon de la vie. Quel que soit le chemin qu'on emprunte, la vie nous emporte, tout simplement. Film français, réalisé par Olivier Trainer. En fait, pourquoi je pense à ça? Parce que j'ai pensé à d'autres films de science-fiction. Le film est pas science-fiction, Le tourbillon de la vie, mais il y a vraiment ces questions d'effet papillon, de choix et là, vraiment dans quelque chose de réel. Est-ce que le choix qu'on va faire, est-ce qu'il va impacter quelque chose? Est-ce qu'il y aura des petits ou des grands impacts? Et je trouve que ça peut se rejoindre un peu dans un film plutôt récent qui est français, Cocorico et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de le mettre en lien, même dans une certaine histoire, même si c'est plusieurs personnages par rapport à Prédestination. Mais je trouve que ouais, c'est le film, après coup, ça m'a fait repenser à ça, de me dire que oui, on est censé être libre, on est avoir un libre arbitre, avoir des choix, de choisir des choses. On n'est pas condamné. Comme dirait un philosophe, on est condamné à être libre. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que mettre en perspective aussi cet autre film que tu avais vu, du coup, à Turin. Oui. Donc voilà, je me souviens de cette vidéo où il faisait chaud, il y avait le bruit aussi d'un taillet ou je ne sais quoi. Donc voilà, mais en tous les cas, c'était une invitation, à voir ce film-là pour toi et pour les autres, pourquoi pas, de le mettre en lien, en perspective avec, Prédestination. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce conseil filmique de fin. Faudrait qu'on en fasse plus et Le tourbillon de la vie, effectivement, c'est un film qui est super, dont j'avais parlé sur la chaîne à l'occasion de l'anniversaire de Linking Tao, puisqu'il me l'avait conseillé et que je voulais lui faire une surprise. J'ai réussi à la faire, c'était compliqué, je m'en souviens, parce que j'étais à Turin, en Italie. Mon PC, qui était mon PC portable, ne m'aidait pas à ce que le montage avance rapidement et que l'export se finisse à temps, mais j'y suis arrivé. Bien sûr. Voilà. Et sur ce, on espère que cet épisode d'Enfants du cinéma, qui est la véritable reprise d'Enfants du cinéma, voilà, deux Gugus qui parlent d'un seul et même film pendant 45 minutes, 1 heure, en essayant de le décortiquer de la manière la plus intéressante possible pour vous. On espère que ça vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, car ça fait plaisir. Voilà, j'avoue tout, ça fait plaisir de fou, les Illustros. Tous nos réseaux se trouvent en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus, car nous sommes très présents, notamment sur El Famoso Letterboxd. Et est-ce que tu as un mot ou une phrase de fin, mon cher Linking Tao? Ben non, parce que j'ai déjà utilisé, je me connais bien, mais vous les zombies, non, je vais pas réutiliser cette phrase. Non, non, je vais juste terminer par dire encore une fois, pour cette reprise, enfin que c'est toujours un plaisir d'enregistrer avec toi, de pouvoir en tout cas, parce que c'est 2026, de faire des projets et c'est dans ce but-là aussi, toi de ton côté, de parler de films peu connus et plus tard, je sais que tu voudras parler des films encore peu connus, même des cinéphiles, mais déjà de parler des films déjà qui nous tiennent à cœur et des films dont on entend peu parler sur internet et donc du coup, c'est intéressant et puis, je parle du coup que pour enfants du cinéma parce que les autres choses, petits podcasts, Le Passage et autres, donc voilà, donc je trouve que non, ça reste intéressant. Ouais, enfants du cinéma a toujours des choses, à dire, toujours des choses à faire aussi et donc on aura, le plaisir de vous revoir et ça, je sais pas encore le film qu'a décidé, JB, il sera reconnu pour, le mois prochain. Mais en tous les cas, ça a été un réel et un vrai plaisir, comme à chaque fois, très sincère d'enregistrer avec toi et puis de toute façon, nous, on se suit, très prochainement de toute façon, hein, JB et puis pour les autres, bah, je dis,
À plus tard, le mois prochain, et je vous dis salut les Linking Taos. Eh bien, merci beaucoup pour cette tirade de fin très appréciable. Effectivement, on va se retrouver très vite puisque normalement on va aller au ski ensemble. Mais chut, il faut pas trop en parler, c'est un secret. Non, pas du tout. Je ne sais pas dans quoi je pars. Dans la vrille. Je pars en vrille. Tu pars au La ski, t'as vrille, dit. T'as dit tu pars au la ski, non? vrille, la Ah, vrille. ah La oui, ouais. vrille est-elle un village ou un pays? On ne sait pas. Je suis en train Les 2, d'inventer c'est tout les 2. et C'est n'importe les quoi. 2. Je regarde sur, Google Maps, là, Lavry, c'est une ville, dans le Poitou-Charentes. Non, je rigole, je déconne. J'ai inventé. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode et on vous dit salut! Saluté!